Bien, sans transition, François. On ne le présente plus. Je vais quand même dire un petit peu qui tu es pour peut-être les jeunes générations qui te connaissent moins bien. Fondateur de Sepsicavac, avec lequel on travaille. L'un des fondateurs. Ouais. L'un des fondateurs, on peut le dire, non? C'est juste. J'ai participé avec les vignerons, oui. Oui, tu as participé, mais tu es l'un des fondateurs. Et pas de fausse modestie. Tu travailles avec nous depuis 15 ans, au moins. Hein, c'est ça à peu près. Et donc il est conseiller viticole et responsable donc, du service de viticulture de la Sicavac, donc du centre des vins de Centre-Loire. Voilà. Donc je ne veux pas dire beaucoup plus sur toi, beaucoup de gens te connaissent. Tu vas nous faire un exposé extrêmement intéressant sur la vigne à l'épreuve du changement climatique, les enjeux agronomiques et surtout les pistes d'adaptation. Et je crois que le cuivre fait partie de cet exposé, en tout cas, de cette présentation. Merci François. J'espère que vous avez encore un petit peu d'attention, d'énergie, parce que l'heure avance. Alors, je vais essayer d'être pertinent derrière toutes ces belles présentations. Je vais essayer d'être pertinent parce que l'apéro est bientôt là. Et mon président, qui nous fait l'honneur d'être là, me l'a bien rappelé. Et puis, je vais essayer aussi d'être pertinent parce qu'on m'a demandé de vous parler d'un sujet qui est un sujet plutôt anxiogène, alors qu'on est aux 30 ans du geste, qui est un moment plutôt festif. Donc, je vais essayer de ne pas trop vous déprimer avant l'apéro. Je vais essayer d'être rapide également, parce que j'ai une première partie sur laquelle je vais passer très vite, qui est le constat que vous avez tous fait, qu'on sait tous, enfin, en tout cas une partie du constat, parce qu'on parlera du constat un peu plus complet après. Mais le constat, c'est le constat, donc, c'est que les dates de vendange s'avancent de plus en plus. On a gagné 3 semaines et ça continue. Et quand on regarde la courbe, c'est pas près de changer et a priori, ça s'accélère. Si on regarde l'indice de Huglin, qui est un indice climatique, sur les 20 derniers millésimes à peu près, on s'aperçoit que dans les années 2001-2002, on était plutôt sur la partie basse, donc millésime plutôt frais, plutôt acide, et plus ça va, plus on a des millésimes qui s'approchent de la partie très haute, où on a des vins beaucoup plus riches, beaucoup plus solaires. Et on a eu 2003 qui était un peu une exception, et on voit que les exceptions deviennent de plus en plus fréquentes. Si on regarde un peu l'évolution du climat sur la planète, c'est des données du GIEC, des données qu'on retrouve facilement, on s'aperçoit que les derniers millésimes sont parmi les records et on continue à battre des records. Je passe vite, vous connaissez le principe. Et ça, c'est une modélisation qui a été faite par une équipe, il me semble que c'est Serge Jacquat qui a fait ça, qui montre un scénario de climat potentiel en 2065 à Auxerre, où on voit qu'on aurait plus de 30 jours à 30 degrés, plus de 15 jours à 40 degrés, 2 jours à 46 degrés. Donc vous voyez, ça c'est des prévisions, ça ne passera peut-être pas comme ça, mais pour l'instant, les scénarios du GIEC ont toujours été vers le scénario le plus négatif, le plus chaud. Et pour continuer sur tout ça, mais je ne vais pas vous déprimer, rassurez-vous. Une étude qui a été faite par l'ISVV à Bordeaux, par Kees Van Leuven, pareil, en se basant sur les données du GIEC, ils ont regardé que sera notre viticulture à l'avenir. Donc là, vous avez une carte d'Europe, vous reconnaissez à peu près l'Europe. Et il y a 2 scénarios avec plus 2, plus 4 degrés. En gros, pour faire vite, à plus 2 degrés, c'est tendu et tout le sud de l'Europe deviendra très compliqué. À plus 4 degrés, il n'y a plus de vignes dans le sud de l'Europe, y compris le sud de la France. On voit que SAR, là, c'est ici, on s'en sort pas si mal que ça, même à plus 4 degrés. C'est pas pour ça qu'il faut se dire tout va bien. Voilà. Alors, parmi tous ces problèmes, le problème numéro 1, c'est le problème de l'eau. Vous vous attendez peut-être à ce que je vous donne des solutions pour rendre vos vignes plus résilientes. Vous allez être déçus. Je ne vais pas vous donner des solutions. Mon but aujourd'hui, c'est surtout de vous mettre dans la tête un peu ce qui potentiellement va se passer, les solutions qui sont déjà mises en place par certaines personnes. Il y a des choses pertinentes dont je vais parler, il y a des choses que je vais aborder. Je ne vous donnerai pas mon avis sur ces choses. Tout à l'heure, il y a eu un débat sur la restitution des serments. Je n'ai pas envie de me faire dépecer par Lionel et son collègue, ni par Jean-Marc, qui n'était pas d'accord avec eux. Donc, je vais simplement vous faire des constats sur ce qui se passe et on arrivera à une conclusion, moi, qui me paraît assez pertinente. Alors, le problème numéro 1 qui est évoqué par rapport à tout ça, et puis Dominique Lafont nous en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment l'accès à l'eau, qui va être un problème majeur. Et donc, il faut, dès maintenant, et il y a eu plusieurs interventions dans ce sens-là depuis tout à l'heure, essayer d'optimiser l'eau qu'on a, pas retenir toute l'eau, comme disait Dominique Masneau,
mais essayer d'en retenir un maximum dans nos sols et de freiner l'infiltration. On a vu cette année, dans le Mâconnais, des pluies qui ont été catastrophiques, qui ont causé d'énormes soucis de mildiou, et derrière, un mois d'août hyper sec, où on a eu des défoliations de parcelles. On passe d'un extrême à l'autre en quelques semaines, et il faut qu'on essaie de temporiser le plus possible tout ça pour que ça soit limité. Donc j'ai mis quelques solutions dont on a parlé, je les aborde très rapidement, maximiser l'infiltration de l'eau, avoir des sols couverts, avoir des sols perméables, mais couverts pas forcément tout le temps, dans toutes les conditions, et pareil, on pourra en discuter un peu plus, mais je ne rentre pas dans le débat là, sinon l'apéro va être trop loin. Il va falloir maximiser le stockage de l'eau dans nos sols, il va falloir augmenter les taux de matière organique, améliorer la structure des sols, optimiser la quantité de magnésie, par exemple, puisqu'on sait que la magnésie va retenir beaucoup d'eau. Voilà, quelques solutions rapides, il y en a d'autres. Il faut qu'on travaille sur tout ça, et on a eu des interventions qui allaient dans ce sens, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Ça, c'est à l'échelle de nos parcelles. Il faut aussi qu'on raisonne à l'échelle de nos coteaux. Et pour ça, seul, c'est compliqué. On a besoin de travailler avec nos voisins dans ce cas-là. Il va falloir penser à des solutions. Alors, j'ai mis création de terrasses avec un point d'interrogation, puisque dans nos secteurs, ici, région septentrionale, on a toujours planté dans le sens de la pente pour évacuer l'eau. Et si vous regardez depuis les années 50, tout le travail qui a été fait par l'homme dans nos régions, c'est évacuer l'eau. On a drainé, on a mis ça dans des fossés qui partent dans la rivière, qui partent dans la mer à terme. On cherche à évacuer. Là, il faut chercher à évacuer l'excédent pour continuer à avoir des conditions agronomiques intéressantes. Mais il faut essayer de garder un maximum en haut de coteau des quantités d'eau qui pourront s'infiltrer lentement et descendre lentement le coteau. Et il y a plein de projets dans cet esprit-là. Alors, il y a une mode, l'hydrologie régénérative. Il y a plein de choses intelligentes là-dedans, mais on peut avoir le même débat que tout à l'heure. Il ne faut pas non plus aller trop loin dans tout ça. Mais il y a plein de choses intelligentes à prendre. Les terrasses, c'est utilisé dans le sud de la France, en partie, parce qu'eux, ils ne cherchaient pas à évacuer l'eau, mais ils cherchaient à la contenir. Aujourd'hui, faire des terrasses ici, en 2024, ça s'appelle des piscines. Donc, ce n'est pas forcément la bonne solution. Mais en tout cas, il faut réfléchir à des solutions de maintien de l'eau. Alors, il y a plein de solutions. Recréer des fossés fermés, planter des haies, planter des arbres, pas n'importe où, pas n'importe comment, mais il y a plein de choses à faire. Et en fait, on se rend compte que ce que faisaient les anciens n'était pas si bête. Et ce qu'on a fait avec les regroupements de parcelles à une certaine époque, beaucoup les années 60, années 80, des fois on a supprimé beaucoup de haies, on a allongé des rangs parce que ça nous arrangeait mécaniquement, mais en fait en faisant ça, on a évacué plus vite. Je vous montre juste une petite diapo, je crois que c'est la diapo suivante. On va voir une vidéo. Alors, je ne sais pas si c'est celle-là ou celle d'après, mais en tout cas, la vidéo, je vous le dis avant qu'elle démarre, mais c'est une vidéo que j'ai prise dans le Mâconnais. Le but, ce n'était pas de mettre cet endroit-là spécifiquement en exergue. Le but, c'est vraiment de voir que c'est une chose qui était faite à cet endroit-là de manière plus ou moins intelligente, assez intelligente. L'objectif, à l'époque, c'était d'évacuer l'eau. Et on voit qu'aujourd'hui, peut-être qu'il faut qu'on retravaille tout ça pour le faire de manière plus pertinente. Mais ce que je vous montre là, c'est un exemple parmi des milliers d'autres, et ce n'est pas forcément là. Alors c'est la diapo suivante. Là, on voit juste une chose qu'on voit régulièrement, un rang de 2 pieds, un rang de 4 pieds. Peut-être que si on enlève ces 2 rangs et qu'on met un arbre à cet endroit-là, on ne va pas perdre tant de récolte que ça, et ça fera un arbre. C'est des petits détails, ce n'est pas ça qui va tout révolutionner. Mais on peut remettre, en partie pour notre climat, beaucoup aussi pour la biodiversité. Je vous en dirai 2 mots de la biodiversité après. Donc voilà la vidéo, on voit un croteau qui est un coteau assez marqué. Et à l'époque, on a fait un petit chenal d'écoulement de l'eau qui part du milieu de la parcelle à peu près, qui va jusqu'en bas de la parcelle. En bas de la parcelle, vous allez voir un joli muret qui a été fait, qui retient le sol avec un dénivelé important, un talus important, et puis après, le chemin bétonné qui arrive direct au village. Alors, c'était nécessaire. On l'a fait parce qu'on a des gros soucis d'évacuation d'eau et je pense qu'on a limité beaucoup de problèmes et facilité l'accès aux parcelles comme ça. Mais si le long du muret, on faisait un petit fossé, si on plantait quelques arbres, pareil, on arrivera à retenir de l'eau. Ça ne servira à rien pour la parcelle qui est au-dessus du vigneron. Par contre, ça servirait beaucoup aux parcelles d'en dessous. Et la difficulté parfois sur ce genre de situation, c'est qu'on va aider le vigneron qui est en dessous à notre détriment. On va réduire notre parcelle, ça va être plus compliqué pour tourner, ça va être plus dangereux. Il y a tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte. Malgré tout, il faut qu'on réfléchisse à essayer de remettre de la diversité.
pour essayer de maintenir un maximum les écoulements. Et voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et je suis sûr que vous avez plein d'idées pour faire beaucoup plus intelligent que ça encore. Donc, on va essayer de garder l'eau à l'échelle de la parcelle, à l'échelle du coteau. On peut raisonner aussi à l'échelle de la région. Vous avez peut-être déjà entendu des études qui montrent que lorsque des grandes forêts ont été détruites par endroits, ça a asséché les terres quelques dizaines ou centaines de kilomètres plus loin. En fait, les arbres sont des super évaporateurs d'eau. Les arbres sécrètent des molécules organiques, volatiles, qui sont capables d'agréger les molécules d'eau dans les nuages et de faire pleuvoir. Il y a plein de choses comme ça qu'on connaît de plus en plus. Et on sait que lorsqu'on modifie la présence de forêts dans nos environnements, on modifie nos climats. C'est-à-dire que toutes les forêts qui sont autour de nous, là, à plus ou moins grande distance, il faudrait faire des études un peu précises pour savoir comment ça se passe, par où sont les vents dominants, comment c'est généré, mais ça a un impact. Donc ce n'est pas que nos parcelles, ce n'est pas qu'à notre échelle, c'est à une échelle plus large que ça joue, qu'on ne maîtrise pas forcément. Ensuite, pour l'instant, on a de plus en plus de réchauffement climatique, donc de plus en plus de problèmes d'équilibre dans nos vins. On a beaucoup travaillé, nous, à la SCAVAC, pour essayer d'améliorer cet équilibre et de voir quels facteurs agronomiques on peut modifier, sur quels facteurs on peut avoir un impact pour essayer d'améliorer la qualité des vins. Donc là, je vais passer rapidement, mais vous avez une photo avec, à gauche, une vigne très faible, à droite, une vigne beaucoup plus vigoureuse. C'est la même vigne, avec une partie enherbée, une partie binée. Dans la partie enherbée, il y a des différentes doses d'azote, on va jusqu'à 100 unités d'azote par endroit, pour essayer de retrouver dans certaines parties enherbées la même vigueur que la partie désherbée. Et on essaie de voir un peu les équilibres du vin, la qualité du vin qu'on produit là-dessus. En gros, plus on met d'azote en rouge, c'est 100 unités d'azote, on arrive à être plus vigoureux avec de l'herbe que sans herbe. En marron, vous avez le désherbé total qui est assez haut, et puis les deux du bas, c'est d'enherber avec 0 unité ou 10 unités d'azote, qui ne suffisent clairement pas à compenser l'enherbement. Donc voilà, des gros écarts sur lesquels on a fait plein de mesures. Alors je vous passe encore une fois rapidement tout ça, mais en gros, les bandes du milieu, c'est les parties peu vigoureuses, et les extrémités, c'est soit désherbé, soit beaucoup d'azote, donc c'est les parties plus vigoureuses. Milieu moins vigoureux, extrémité plus vigoureux. Et on voit que quand c'est moins vigoureux, ça fait plus de sucre. Quand c'est moins vigoureux, ça fait moins d'acidité. Donc quand c'est plus vigoureux, on a moins de sucre et plus d'acidité. On dit tiens, ça peut nous intéresser. Donc il faut remonter un peu nos vigueurs. Alors en termes d'acidité, c'est essentiellement l'acide malique qui est impacté. Ah mince, c'est pas celui qu'on préfère. On aurait préféré impacter l'acide tartrique, mais on n'a quasiment aucune influence sur l'acide tartrique. On a fait donc plein d'autres mesures sur ces essais-là. Je vous passe tout pour pas vous perdre. Et après, on a fait une grosse analyse statistique qu'on appelle une ACP, une analyse en composantes principales, qui est une analyse qui permet en gros de voir quels facteurs sont les plus impactants et quels facteurs sont corrélés à quoi. Et en gros, sur cette analyse qui a été faite pendant 4 ans, sur cet essai pendant 4 ans sur 2 parcelles, on a mis tous nos paramètres, et notamment donc, nos vigueurs extrêmement basses et nos vigueurs très élevées, avec des différences vraiment très 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 importantes. Et le premier facteur qui ressort, c'est le millésime. Donc quoi qu'on fasse, on fait des différences extrêmes, et ça on l'a sur d'autres essais. On a beau essayer de modifier de manière très impactante le feuillage de nos parcelles, et ce qui joue le plus, c'est le millésime. Deuxième facteur qui joue, c'est le terroir. Vous voyez, on change beaucoup de choses, mais on a des choses qui nous dépassent, qui sont supérieures à tout ça. Alors le terroir, il est ce qu'il est, il ne bougera pas. Le millésime, c'est essentiellement température, humidité et température au minimum la nuit, des choses comme ça. Et ça, malheureusement, c'est en train de beaucoup évoluer et on n'a pas trop la main dessus. Et s'il faut aller sur la troisième dimension de ces essais-là, hop, je passe rapidement sur tout ça. On va sur la troisième dimension sur ces essais-là, et là, on retrouve nos impacts agronomiques, où on voit que 0 unité, 10 unités jusqu'à 100 unités d'azote, là, on a un impact. Donc ça veut dire que dans tous les essais qu'on a fait, on se rend compte que tout ce qu'on a essayé de faire pour modifier nos feuillages, changer, avoir un microclimat plus protégé au niveau des raisins, faire des feuillages plus hauts, des feuillages plus bas, des feuillages plus denses, des vignes plus vigoureuses, moins vigoureuses, et sur tout ça, en fait, on a très peu d'impact. Ça impacte très peu, le millésime écrase tout ça. Et donc si on a un vrai réchauffement climatique, ça va être compliqué d'avoir des solutions uniquement avec ça. Mais j'ai dit que j'essaierais pas de vous déprimer. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Là, il y a plein d'autres possibilités.
que je vais aborder là, rapidement, et je ne vais pas les détailler, et je ne vais pas donner mon avis en disant « faut faire ça ». Premier exemple, densité de plantation. C'est un sujet qui peut encore faire polémique, je pense, au moins autant que le broyage des bois, voire plus. Il y en a qui pensent qu'il serait préférable de baisser les densités de plantation avec tous les avantages que ça a. Il y en a qui pensent qu'il faut augmenter les densités de plantation pour d'autres avantages. On pourra avoir ce débat-là après si vous le souhaitez. Mon but là, c'est pas de vous donner des solutions, sachant qu'il y a plein de choses à expérimenter, mais c'est plutôt de vous montrer tout ce qui est en réflexion à l'heure actuelle, avec des choses auxquelles j'adhère, avec des choses auxquelles j'adhère pas du tout, mais peu importe ce que je pense, c'est pas l'essentiel. Je vais simplement vous mettre tout ça devant les yeux pour vous montrer qu'en fait, il y a des gens qui sont en train de réfléchir à tout ça, et il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui réfléchissent à votre place. Donc c'est à vous de prendre ces décisions, c'est à vous d'avoir tout ça en tête et de savoir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas. Donc effectivement, les densités de plantation, c'est un vrai sujet et ça peut avoir un impact. On sait que les densités de plantation élevées nécessitent plus d'eau et si l'eau devient un vrai problème, peut-être que ça sera un souci. Peut-être pas ici. Les systèmes de taille, on sait que la taille gobelet est une taille qui protège un peu mieux le raisin, notamment des grosses chaleurs. Est-ce que ça serait pertinent de remettre du gobelet ici ? Je ne vous donne pas mon avis, même si j'en ai un. On peut choisir différents porte-greffes, et ça a été dit tout à l'heure, donc je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, il faut retravailler sur les porte-greffes, trouver d'autres porte-greffes. Il existe des porte-greffes considérés comme plus résistants à la sécheresse. Est-ce qu'ils le sont réellement ? On n'en est pas sûr, mais il y a un vrai travail à faire là-dessus. Et résistant à d'autres choses d'ailleurs qu'à la sécheresse. On peut planter sur des terroirs plus froids. Mes amis ch'tis, les Bretons, l'ont compris. Ils sont en train de planter. Est-ce que c'est pertinent pour vous ? Je ne suis pas sûr. Mais c'est en train de se faire. On peut essayer de créer de l'ombre. Alors, soit on essaie de créer de l'ombre artificielle, soit on essaie de créer de l'ombre avec les arbres. Donc là aussi, on peut avoir un bon débat polémique sur les arbres dans les parcelles. J'ai mis beaucoup de points d'interrogation, parce que là, je vous donne mon avis, les arbres dans les vignes, prudence, grande prudence. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, on fait des essais, on a des parcelles en essai, mais quand je vois, je vais être méchant, quand je vois certains gourous qui vous affirment que c'est la solution d'avenir, je les trouve imprudents dans leur discours. Et en tout cas, ce n'est pas eux qui assumeront les conséquences s'il y a des problèmes, ce sera vous. Donc l'ombrage artificiel, voilà, c'est pas demain, hein, c'est aujourd'hui. À gauche, c'est une expérimentation, à droite, c'est de la pub. Allez-y, lancez-vous, ça existe, vous pouvez en acheter si vous voulez demain. C'est interdit dans certaines AOC du sud de la France maintenant. On n'a pas trop statué là-dessus et je ne sais même pas si on a le droit ou pas dans nos appellations à nous. Je ne pense pas non plus, hein, mais bon. Il y a des essais à Morez, il y a différents essais. Mais voilà, cette solution-là, est-ce qu'elle vous paraît pertinente ou pas ? Est-ce que vous voulez voir vos vignobles couverts de panneaux solaires ou pas à l'avenir ? À vous de vous poser la question. En tout cas, ça existe. On peut aussi faire de la désalcoolisation, et puis pas que de la désalcoolisation. Il y a plein de techniques maintenant où on peut modifier l'équilibre du vin par des machines. Donc, est-ce que c'est bien de faire tout le travail que vous faites, d'amener votre vin, et puis après de le modifier au niveau des paramètres chimiques dans la cave ? Encore une fois, je ne vous donne pas mon avis, même si j'en ai un bien tranché. En tout cas, c'est des solutions qui existent. Vous voyez, toutes ces solutions-là, il y en a qui vous font peut-être envie, il y en a qui vous rebutent fortement. En tout cas, c'est vraiment le moment de se poser des questions en collectif et de commencer à prendre des décisions. Alors après, on peut aussi essayer d'adapter le matériel végétal. Et il y a eu des remarques tout à l'heure qui ont été pertinentes là-dessus aussi, et moi qui me conviennent bien. On peut faire des sélections massales qui sont plus adaptées au réchauffement climatique. Notamment le pinot noir, c'est un cépage qu'on appelle un cépage population, qui a une variabilité génétique très forte, qui fait des mutations très rapides, ça a été dit tout à l'heure. Et on voit notamment quand on fait nos sélections massales de pinot noir, nous on a essayé de faire des sélections sur des plants plutôt légèrement tardifs, mais on n'a pas pris les plants très tardifs, on a éliminé tout ce qui était trop précoce. Il faut peut-être garder ça parce que je vais vous expliquer que peut-être demain on sera content d'avoir les très précoces. En tout cas, encore une fois, on a un pouvoir de latence là-dessus qui est pas inintéressant et qui doit être travaillé. On peut aussi
et ça a été abordé, hein, réintroduire d'anciens cépages locaux. Le GEST a déjà fait un travail intéressant là-dessus. Et c'est intéressant d'évaluer ces anciens cépages locaux pour voir, pas forcément en remplacement, et moi j'espère pas en remplacement, mais peut-être à 5 ou 10% en accompagnement de notre Pinot, de notre Chardonnay, redonner un peu plus de tension, redonner un peu plus de ceci ou de cela. Pourquoi pas? Encore une fois, c'est à vous de discuter, de savoir si c'est des solutions qui vous paraissent pertinentes. On peut introduire des cépages qui viennent d'ailleurs. C'est plus discutable, mais ça se discute. On peut aussi introduire les nouveaux cépages. Donc, on a parlé des cépages résistants, des hybrides naturels. J'espère que vous êtes tous au courant que la semaine dernière, la Commission européenne a définitivement validé l'autorisation des NBT en Europe. Vous savez tous ce que c'est qu'un NBT? Excusez-moi, hein, je suis dépité. Je suis dépité, pas pour vous, hein, dépité parce que justement, les journalistes ne nous en parlent pas. On n'est pas au courant de sujets qui sont absolument fondamentaux. C'est les nouveaux OGM. Donc on a les New Breeding Techniques ou New Genomic Techniques. Donc c'est les techniques avec les ciseaux génétiques CRISPR-Cas9, vous avez peut-être entendu parler de ça, qui a valu un prix Nobel de biologie à une Française il y a 15 ans à peu près. On est capable maintenant de faire des OGM de manière beaucoup plus précise qu'il y a 20 ans, où on bombardait en gros des cellules avec des gènes en espérant qu'ils soient intégrés. Maintenant, on est capable d'aller découper précisément des molécules d'ADN pour désactiver des gènes, pour rajouter des acides aminés à l'intérieur. Donc on est capable d'être beaucoup plus précis et on est capable de faire des OGM différents d'avant. Et on a ce gros frein vis-à-vis des OGM. Donc les boîtes qui fabriquent des OGM ont décidé de créer ces nouveaux OGM en leur donnant un nouveau nom. NBT ou NGT. Et l'Europe vient de valider le fait que les NBT, maintenant, alors il y a deux types, hein, les NBT de type 1 et 2, il y en a qui sont faits, soi-disant, a priori, qui auraient pu être naturels, et d'autres qui sont faits où on va mettre un gène de pieuvre dans une vigne, là ça ne peut pas être naturel, donc cela c'est une autre catégorie. Bah, tous ceux qui potentiellement auraient pu être naturels, maintenant, il faut que ce soit retranscrit dans les droits de chaque pays européen, il faut que ce soit retranscrit dans le droit français, mais lorsque ce sera le cas, on aura le droit de produire ce genre d'OGM, de les vendre aux consommateurs sans l'écrire sur l'étiquette. C'est quand même pas anodin. Alors peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien, je ne donne pas d'avis là-dessus. Moi, ce qui me dérange, c'est que personne n'est au courant. Et demain, on sera potentiellement capable de sortir du pinot noir où on va rajouter 3 gènes de résistance au milieu, et ça sera exactement le pinot noir, et ça sera beaucoup plus pertinent que les hybrides actuels en termes de goût et de typicité vis-à-vis du pinot. Est-ce que c'est bien pour autant? Encore une fois, ce n'est pas à moi de donner mon avis, c'est à vous d'en discuter. Mon gros problème, c'est que justement, on n'est pas au courant, donc on ne peut pas en discuter. Alors après, on peut aller un peu plus loin dans notre réflexion, parce qu'on a parlé de réchauffement climatique, mais il n'y a pas que le réchauffement climatique, hein. Notre Terre ne va pas très bien. Et encore une fois, je vais essayer de ne pas trop vous déprimer. Mais vous avez certainement entendu parler des travaux d'un groupe de chercheurs qui a créé une étude sur ce qu'on appelle les limites planétaires. Ils ont défini 9 limites planétaires qui sont des limites sur certains facteurs de notre environnement qui, lorsqu'elles sont dépassées, le sont de manière quasi irréversible. Donc la pollution chimique, on bat tous les records. Mais pollution chimique, tout de suite, vous pensez à pesticides. Oui, mais pollution chimique, ça va bien au-delà des pesticides. Tous les retardateurs de flammes, toutes les molécules qu'on crée pour des millions de réalisations entrent là-dedans. Et les pesticides, c'est une petite part de tout ça. Le changement climatique, le réchauffement, on le voit, l'intégrité de la biosphère, c'est la biodiversité. Alors, on n'imagine souvent pas à quel point c'est catastrophique. Je vais vous donner 2 chiffres après. Le changement d'affectation des terres, c'est le fait que je crois que dans le monde, on doit bétonner à peu près la surface d'un terrain de foot par seconde, un truc comme ça. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est un truc comme ça. La ressource en eau, et pareil, je vais en reparler encore un peu de la ressource en eau, on en a parlé un peu, mais ça devient un énorme problème et beaucoup de gens disent que ça sera un sujet très 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 compliqué à l'avenir. Les perturbations des cycles biochimiques, phosphore, azote. Il y en a 3 qui sont encore dans le rouge, enfin dans le vert, mais malheureusement, ça date de 2023. L'acidification des océans, on a basculé dans le rouge. Alors, je reprends un peu l'exemple du cuivre, parce que je comprends, Manu, tes grosses inquiétudes vis-à-vis de la réglementation vis-à-vis du cuivre qui sont absolument justifiées. Encore une fois, je pense qu'on ne réfléchit pas assez loin.
Le cuivre, il est produit à 60% par le Chili, le Pérou et l'Australie. C'est la majorité des mines de cuivre. Le cuivre, c'est un élément qu'on n'arrive plus à retrouver. On n'arrive plus à retrouver de nouvelles mines de cuivre. On considère qu'on a à peu près découvert tous les gisements potentiels. Alors peut-être qu'un jour on en retrouvera d'autres, mais les spécialistes en sont très peu convaincus. Pour extraire du cuivre de mine, ça demande énormément d'eau. La ressource en eau pose problème, très particulièrement dans ces trois pays-là. Et ces trois pays-là, à un moment donné, il va falloir qu'ils tranchent entre boire ou sortir du cuivre, quelque part. En tout cas, ça va être de plus en plus compliqué de sortir du cuivre dans ces pays-là, donc on va finir par avoir un vrai problème d'exploitation de cuivre. Le problème est pire que ce qu'on imagine, puisque d'après les projections, encore une fois, des instituts spécialisés, avec la demande en cuivre croissante, on sait qu'une voiture thermique a besoin d'à peu près 20 kg de cuivre dans tous les câbles qui circulent dans la voiture. Une voiture électrique, c'est entre 60 et 100 kg. Plus tout ce qu'on veut développer vis-à-vis de l'électricité, on sait que la demande en cuivre va exploser et la ressource va s'appauvrir. On estime que dès 2030, on sera en contrainte forte et en 2040, on devrait produire à peine la moitié du cuivre qu'on aura besoin d'après les projections. On a un autre problème que la réglementation. Personne n'en parle. Personne n'est au courant. Donc oui, il faut trouver des solutions alternatives. Bon, je continue à vous déprimer un petit peu. Je suis désolé. Ça donne soif, oui. J'ai presque fini. En termes de biodiversité, c'est la même chose. La biodiversité s'effondre. On a perdu 73% de la masse des vertébrés depuis 20 ans, depuis 50 ans, pardon. Et je vous donne juste un petit chiffre qui fait rêver. Si vous regardez la masse totale de mammifères sur Terre, dans la masse totale de mammifères sur Terre, il y en a plus de 60%, c'est des animaux d'élevage. Il y en a plus de 30%, c'est des hommes. Et les animaux sauvages, c'est 4%. Ça veut dire que, allez, je fais un bon 70 kg, il y a à peu près 150 kg de bêtes là qui sont élevées pour me nourrir. Et puis il y a à peu près 5-6 kg de bêtes qui sont sauvages en équivalent à mon poids. Ça fait bizarre. C'est choquant comme chiffre. Enfin, moi, ça me choque. Les oiseaux, c'est à peu près pareil. 70% des oiseaux sont des oiseaux sauvages et 30% sont des oiseaux d'élevage. On a à peu près les mêmes chiffres sur les insectes. Je ne vous les ai pas mis non plus pour pas exagérer, mais il y a un effondrement des populations d'insectes et on sait que ces effondrements en fait créent des pullulations d'insectes néfastes parfois dans nos cultures. Donc cette biodiversité en fait elle est essentielle à notre vie et il faut qu'on la développe. D'où essayer de planter quelques arbres, essayer de protéger un maximum cette biodiversité, ce que beaucoup d'entre vous font déjà. Mais il faut qu'on essaie d'aller plus loin. Alors pour aller plus loin, et pour mettre un peu plus le bazar dans tout ce que je vous dis, et peut-être pour vous rassurer, est-ce que vous connaissez l'AMOC ? C'est l'Atlantic Meridional Overturning Circulation. C'est un grand courant marin qui fait le tour de la planète comme ça, qui passe par le sud de l'Afrique, en eau superficielle, qui remonte vers l'Europe, qui nous réchauffe, qui replonge sous le Canada, dans les eaux froides, donc qui se refroidit à ce niveau-là. Et à latitude équivalente, l'hiver, il fait beaucoup, beaucoup plus froid au Canada qu'ici, en grande partie grâce au Gulf Stream, grâce à l'AMOC. Les spécialistes de ce courant sont en train de nous dire qu'il est en train de s'arrêter, voire de s'inverser. Donc peut-être qu'on va bien se l'écailler dans quelques années en fait. Donc, vous voyez, c'est pas si simple que ça, c'est pas du réchauffement climatique, c'est vraiment du dérèglement qu'on a. Et dans le même esprit, il y a ce qu'on appelle le vortex de l'Arctique. Il y a des courants, l'hiver, donc le froid génère des courants qui font un espèce de vortex. Et ce vortex, en gros, a tendance à contenir le froid au niveau de l'Arctique. Ce vortex est en train de s'affaiblir fortement, ce qui fait qu'il y a des moments, il y a des coulées d'air froid qui passent. L'an dernier, il y a eu des beaux gros coups de froid là, sur l'Allemagne, sur une partie de l'Europe. Et a priori, ça pourrait être de plus en plus fréquent. Et il ne serait pas impossible que dans les années à venir, on se tape du moins 40 l'hiver. Et du plus 46 l'été. Bon, on va essayer quand même de repartir un peu plus positif, parce qu'il y a l'apéro. Donc, pour repartir un peu plus positif, qu'est-ce qu'on fait ? On a une solution, c'est rester dans ce qu'on appelle le triangle de l'inaction. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, mais le triangle de l'inaction, en gros, c'est nous, l'Europe, c'est 1% des émissions de gaz carbonique, donc on ne peut rien faire. Ça ne dépend pas de nous. Donc, on ne fait rien. On continue à faire pareil. Et si tout le monde se dit ça, effectivement, on ne fait rien et on est dans le triangle de l'inaction. Donc, il faut qu'on essaie de sortir de ça, il faut qu'on essaie de faire
notre part, même si elle est petite. Il y a des gens qui travaillent sur ces sujets-là depuis longtemps, depuis quelques années en tout cas, et qui sont des gens assez intéressants. Je pense à des personnes comme Arthur Keller, par exemple, qui est une personne qui travaille sur la gestion des risques systémiques. Le problème du climat est un vrai risque systémique. Des personnes comme Olivier Allemand, qui est chercheur à l'INRA et à l'Institut Michel Serres. Et ces personnes-là nous disent que si on arrive à augmenter la résilience, la robustesse de nos systèmes, le jour où le choc va arriver, on le prendra moins mal. Alors pour améliorer la résilience ou la résistance, et ces deux termes, la robustesse, la résilience, on pourrait en parler pendant 5 minutes, il faudrait les définir plus précisément. Là, je ne vais pas le faire parce qu'il y a l'apéro. Mais si vous voulez, en tout cas, développer tout ça, n'hésitez pas à aller taper leur nom, et il y a plein de choses très intéressantes à étudier. Et en gros, pour simplifier les choses, notamment Olivier Amand nous dit que plus on va rendre notre système résistant, robuste, plus on va élargir les bornes et plus on va résister à des gros impacts. Tout ce que je vous ai dit avant, ça fait partie du sujet. Mais tout ce que disent ces gens-là, et qui pour moi a vraiment du sens, c'est que ça ne peut marcher que si on travaille en collectif. Seul, vous pouvez faire des choses, mais en collectif, on est extrêmement plus fort. Et on a la chance d'avoir déjà des collectifs. Le GEST est déjà un magnifique collectif. Les AOC sont de magnifiques collectifs, à la base. Alors, je vous ai mis... Oui, je précise le à la base, et je vais vous dire pourquoi je dis à la base. Je vous ai mis deux phrases un peu stupides à la fin, là. Vous m'excusez pour ces 2 phrases stupides, c'est de temps en temps comme ça, quand je cours, j'ai des idées. Et j'ai eu la mauvaise idée de mettre mes idées sur le diaporama. Mais c'est juste, en fait, pour vous dire que c'est des idées. Simplement, en fait, dans le collectif, si on veut aménager nos coteaux, pourquoi on ne ferait pas des espèces de PLU de nos coteaux ? Comme on aménage nos villages, on va aménager nos coteaux un peu dans le même esprit, de dire on va travailler en collectif et on va essayer de dire là, à tel endroit, on va essayer de faire ça, à tel endroit, on va essayer de faire ça, en essayant de ne pas embêter quelqu'un, de faire un truc où chacun y met un peu du sien. Pourquoi pas essayer de travailler en collectif comme ça, et on fera des choses qui permettront une gestion de l'eau qui seront beaucoup, beaucoup plus pertinentes que juste vous dites « Ah bah tiens, moi je vais mettre 3 arbres » et que les voisins autour s'en fichent. Puisqu'on parlait des arbres et des forêts qui ont un impact sur notre vignoble, pourquoi pas essayer d'avoir un impact, là c'est encore plus stupide ce que j'ai mis là, mais tant pis. Pourquoi pas essayer d'avoir un impact sur notre environnement à une échelle plus large, sur les forêts qui sont autour de nous. Pourquoi les laisser gérer par des exploitants peu scrupuleux qui n'ont rien à faire de tout ça? À la limite, vous pourriez peut-être créer des GFA, acheter les terres, certaines terres agricoles ou certaines forêts, gérer ces forêts sous forme de GFA. Vous pouvez défiscaliser, hein. C'est pas inintéressant. Les parts sont déductibles de la succession. Il y a des avantages. Vous voyez, c'est des idées stupides, mais il faut qu'on réfléchisse à des choses comme ça. Et je suis sûr que vous avez des idées bien plus intéressantes que les miennes. Mais mon idée en disant ça, c'est vraiment qu'il faut qu'on réfléchisse à des solutions et qu'on les mette en place en collectif. Et quand je dis que l'INAO était un organisme intéressant, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent les travaux d'une chercheuse en économie américaine qui s'appelle Elinor Osborne, Elinor quelque chose, j'ai oublié son nom, je vous le redirai. Elle a eu le prix Nobel de l'économie en 2009, je crois, il y a une quinzaine d'années. Et elle a étudié les systèmes collectifs qui arrivaient à perdurer dans le temps. Elle a essayé de voir pourquoi certains systèmes collectifs s'effondrent, pourquoi certains systèmes collectifs perdurent parfois pendant des milliers d'années, sur des systèmes de gestion de ressources, notamment par exemple gérer l'eau dans un marais par exemple. Pourquoi dans certains cas les gens se bagarrent, dans certains cas ça marche. Et elle a mis en évidence 8 paramètres qui permettent à des systèmes de fonctionner bien. Alors j'ai plus les 8 en tête et je ne vais pas tous vous les citer, mais en gros il faut que ce soit un secteur bien défini, en surface et en personne, c'est le cas de nos AOC. Il faut des règles fixées par les membres, ça a été le cas pour nos AOC. Il faut des règles qui puissent être modifiées facilement, de manière souple, par les membres. C'est là où avec l'INAO, ça ne marche plus trop bien. Il faut un système de coercition vis-à-vis des gens qui ne respectent pas les règles, qui soit progressif et efficace. Là, encore une fois, avec l'INAO, on n'arrive pas à installer un système progressif, efficace, où vous gérez. Il faut pouvoir modifier les règles de manière régulière
par les membres. Enfin, vous voyez, il y a différentes choses comme ça. Et à la base, l'INAO, c'est un super outil. Les AOC sont des super outils. Malheureusement, la rigidité qu'on y a mis, où l'INAO vous impose des choses, pour moi, ça ne va pas dans le bon sens. Et encore une fois, il faut qu'on reprenne les rênes et qu'on impose à l'État. Et voilà, parmi les 8 critères, il faut que l'État reconnaisse cette entité comme une entité compétente. Et là, l'État ne vous reconnaît plus votre compétence, elle la délègue à l'INAO. Voilà, je sors complètement de mes sujets de compétences, hein, là, en vous disant tout ça. Mais encore une fois, pour moi, il faut vraiment qu'on mette le paquet sur le collectif de manière intelligente. Et avec le geste, c'est un bon départ. Voilà, j'espère que le temps n'est pas passé trop lentement et que l'apéro est encore frais. Je vous remercie. Un grand merci François, c'était vraiment passionnant. Alors, je pense qu'il y a quelques questions. On limite à 15 minutes parce qu'autrement on va y passer la nuit et que voilà, il y a pas mal de... Je vous laisse. Première question que j'ai essayé de synthétiser, qui s'adresse à vous, vous y avez répondu partiellement, mais aussi à la salle. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un abaissement de la densité de plantation avec le changement de paradigme qui l'accompagne ne représente pas une clé majeure dans la boîte à outils du vigneron bourguignon et bourguignonne pour s'adapter, notamment vis-à-vis des enjeux auxquels on fait face, impact environnemental de nos pratiques sur l'aspect phyto et sur l'aspect carbone, adaptation au changement climatique, vous en avez parlé, et notamment au travers de la lutte contre le gel et le management de la réserve hydrique avec les couverts végétaux, le manque de main-d'œuvre, le coût, la fiabilité du matériel, j'en passe. C'est un modèle qui est bien documenté scientifiquement, on en a parlé ensemble via le GESCO, Alain Carbonneau et Alain Deloire, et un modèle empiriquement connu en Bourgogne avec 900 hectares depuis plus de 50 ans. Voilà, sans parler du reste du monde avec des prix consommateurs à tous les niveaux. C'est une question très pertinente qui doit faire partie des sujets que vous preniez tous à bras-le-corps. Et tous les avantages que tu as cités sont des vrais avantages, certains, évidents. On peut laisser la parole à 2-3 autres personnes qui vont citer des inconvénients ou des choses pour lesquelles ils ne veulent pas. Et je pense que vraiment, sur ces sujets-là, moi, en tant que petit technicien, je n'ai pas quelque part à donner mon avis. C'est vraiment vous, en tant que professionnel, qui devez mettre le sujet sur la table, comme tous les autres sujets dont on a parlé, ouvrir le dossier et en parler intelligemment et prendre des décisions. Bonjour, Charlotte Hubert de la CAVB. Je dois réagir un petit peu par rapport à ce que vous avez dit. Je suis là. Par rapport à ce que vous avez dit sur l'immobilisme de l'INAO, alors peut-être l'INAO. En tous les cas, les ODG de Bourgogne aujourd'hui sont dans une dynamique de réflexion collective sur la modification des cahiers des charges. Et on essaie de mettre en place, en lien avec l'INAO, des choses qui soient un peu plus souples, malléables. Preuve en est, Meursault a changé il n'y a pas longtemps son cahier des charges pour travailler sur des nouveaux cépages, des densités de plantation autres. Et c'est des réactions globales. Donc il y a un cadre, c'est sûr, mais on fait en sorte de l'améliorer de façon collective. Je vous remercie. Avant de clore cette séance et de passer à la partie peut-être la plus agréable, en tout cas, je voulais vraiment remercier sincèrement l'ensemble des intervenants de cet après-midi pour la qualité de leur présentation, la richesse de leur échange et effectivement le temps qu'ils ont consacré à partager leur expertise avec nous. Je voudrais remercier aussi à vous tous pour votre attention, vos questions, votre participation active. Le geste vit grâce à cette dynamique collective, grâce à votre engagement, et je ne cesserai de le répéter, et grâce à cette volonté partagée de faire progresser nos pratiques et comprendre toujours mieux nos terroirs. Alors, nous avons encore de bons moments devant nous. Avant le cocktail, je voudrais inviter sur scène Pierre Morin, qui est l'ancien président de Sepsicavac, et Loïc Caille-Bourdin, qui est son nouveau président, que vous nous présentez, puisqu'en fait, avant l'apéritif, on va goûter la première cuvée, hein, c'est ça, 2025, c'est la première cuvée de la sélection de Pinot Noir, et vous allez nous en dire un mot et peut-être présenter un peu cette sélection. Merci. Merci.
Merci Thibaut. Donc, alors là, on va être hyper rapide, hein, parce que ce coup-là, la déshydratation nous guette fortement. Et en plein cœur de la Bourgogne, ça fait quand même des ordres. Donc, déjà merci à Thibaut et à l'ensemble du GEST de nous accueillir pour ces 30 ans. Alors, je ne vous cache pas qu'on n'a pas eu besoin de débattre très longtemps entre nous pour vous donner une réponse positive. Hein, parce que quand on est invité à des anniversaires, en général, on y va. Et puis, voilà, oui, effectivement, on a amené les échantillons de la sélection massale de Pinot Noir Geste Sicavac. On avait fait une première petite récolte en 2024, mais très limité. Et là, on a amené le millésime 2025, qui est bien sûr encore tout jeune, tout frais. Mais c'est vraiment une bonne occasion de vous le faire déguster aujourd'hui. Et puis, simplement, pour ma part, vous avez montré que en 30 ans, Geste avait connu 5 présidents. Nous, Sepsicavac, on va avoir 12 ans au mois de janvier prochain. Et donc, je suis le président depuis le début. Donc, il y a un mois, on a refait des élections. Et j'ai fait le choix de passer la main. Et donc, à Loïc. Et dorénavant, le nouveau président de Sepsicavac, c'est Loïc Gaille-Bourdin, vigneron à Pouilly-sur-Loire. Voilà, je te laisse dire 2-3 mots. Merci Pierre et merci à tous et pareil merci Thibaut et le GEST pour nous avoir invités et puis tout ce que vous avez déjà fait. Je vais faire vraiment très court parce que déjà je vous cache pas qu'on savait pas qu'on allait monter, donc on n'a rien. Toi tu savais, bon pas moi. C'est pas vraiment une surprise, non? Non, juste merci évidemment Pierre pour ces 12 ans et comme tous vos anciens présidents et les présidents actuels l'ont répété, c'est pas le président, c'est toute l'équipe derrière. Donc oui, on change de président, mais on a évidemment toujours notre directeur technique, Jean-Baptiste, qui fait peut-être 90% du travail, et tout le comité de direction derrière, qui est évidemment toujours présent et qui reste le plus important. Voilà. Et on va aller goûter maintenant cette sélection massale, qui reste quand même le point le plus important. Et j'espère que, comme nous, vous allez être surpris du niveau de qualité pour des si jeunes vignes. Un grand merci. Merci pour... Et merci pour ce partenariat qui est si riche d'amitié et de technicité. Donc voilà. Et puis longue vie au GEST. Et encore une fois, soyez les meilleurs ambassadeurs. Parlez-en autour de vous. Plus on est de fous, plus on rit. Il y aura toujours assez de bouteilles pour abreuver tout le monde. Donc soyez-en sûrs. Allez, à l'apéro, et merci à tous. Tout le monde est bien sûr convié à l'apéro.